Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle capsule, l'œil du coach, épisode 164 du podcast À côté de mes pompes, en compagnie de Bruno Heuby, entraîneur, champion du monde du 100 km, qui aujourd'hui va traiter une question que je me pose, c'est quoi la charge d'entraînement ? Je vois bien souvent sur ma montre des données, des informations, une jauge qui calibre mon entraînement. Est-ce fiable et tout simplement, qu'est-ce que cela signifie ? Alors je vous laisse profiter des réponses de Bruno. C'est la capsule L'œil du coach consacrée à la charge d'entraînement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. C'est L'œil du coach comme chaque mardi et j'avais une question au regard de la charge d'entraînement. Sur ma montre Garmin, j'ai une petite jauge qui m'indique si je suis dans les bonnes intensités dans un entraînement qui serait calibré correctement sans être en sous-entraînement et en surentraînement. Alors, comment je peux interpréter cette charge d'entraînement et toi, en tant qu'entraîneur, Bruno, comment tu évalues l'intensité lors des entraînements pour préparer tes athlètes ? Oui, bonjour Sébastien. Oui, alors ça, c'est une vraie problématique pour l'entraîneur que je suis et pour tous les entraîneurs, je pense, de savoir si on est dans la bonne charge d'entraînement, si les séances d'entraînement qu'on va proposer vont atteindre les objectifs. Alors, moi, ce que j'aime bien distinguer, c'est ce qu'on appelle la charge interne et la charge externe. La charge externe, comme son nom l'indique, c'est la séance d'entraînement, on va dire. On fait 20 x 30-30. Ça, c'est la charge externe. On a un groupe de 10 coureurs. Les 10 coureurs ont la même charge externe. Ils vont tous réaliser la même séance. Sauf qu'en course à pied, dans l'entraînement sportif d'ailleurs, d'une manière générale, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. On va avoir 10 coureurs différents. On va avoir 10 manières d'assimiler cette charge externe et les effets réellement produits dans l'organisme, ce que l'entraîneur recherche, les adaptations physiologiques, c'est la charge interne. Donc, il y a toujours ce décalage entre ce qu'on propose à l'athlète et ce que réellement ça va provoquer en termes d'adaptation physiologique. Parce que c'est ça le but de l'entraîneur. Si je prends un exemple concret, séance de VMA, quelles sont les adaptations physiologiques que je vais atteindre, c'est améliorer la consommation maximale d'oxygène. Je ne rentre pas dans les détails de l'amélioration du système cardiaque, de l'amélioration de la mitochondrie. On est dans la physiologie, là, c'est peut-être pas l'objet de cette capsule. Mais pour savoir si vraiment j'ai atteint mes objectifs, c'est très compliqué. Je vais pas les faire de l'analyse en profondeur. Je ne vais pas aller analyser les mitochondries. Donc, je vais prendre des repères que moi j'estime objectifs. L'amélioration de la VMA, l'amélioration de la performance, c'est déjà une façon de vérifier que la charge interne est bien réalisée. Après, on peut aussi demander à l'athlète quel est son ressenti. Moi, je trouve que on ne fait pas assez appel au ressenti, aux sensations du coureur. Et moi, j'aime bien solliciter l'athlète en lui disant centre-toi sur tes sensations. Il y a plein d'exercices que je fais faire pour obliger, entre guillemets, non pas entre guillemets, pour obliger l'athlète en fait à être centré sur lui. Donc, donner une intensité d'effort entre 1 et 10. Est-ce que c'était très facile 1, est-ce que c'était très difficile 10. C'est déjà une façon pour l'athlète de faire un retour d'information. On peut aussi avoir ses sensations, son ressenti. Moi, j'aime bien que la personne donc moi, je travaille beaucoup à distance, donc qu'elle écrive. C'était dur, c'était facile, j'étais au bout de ma vie. Et puis, en mettant en relation les temps d'entraînement qu'on a prévus, parce qu'au départ, quand une séance d'entraînement est construite, je dis 20 x 30-30, mais c'est pas 20 x 30-30, c'est 20 x 30-30 à 15 km/h ou à 16 ou à 17 avec une récupération à temps. Donc déjà, on est dans un cadre bien précis d'une réalisation d'une séance d'entraînement. Est-ce que ça a été réussi ou pas ? Est-ce que ça a été réalisé ou pas ? Si je demande à l'athlète de faire 15 et que c'est trop difficile pour lui, la charge d'entraînement, elle n'est pas bonne. Donc, il y a aussi toute une partie d'outils d'évaluation en amont qui vont permettre de faire en sorte de bien calibrer la séance et d'avoir les adaptations physiologiques visées. Je répète toujours
j'ai toujours cette même métaphore. Une séance d'entraînement, c'est une flèche qu'on tire. Et comment être certain qu'on met au centre de la cible, avec une bonne évaluation de l'athlète, avec une construction de séance qui soit réussie, et puis après derrière une évaluation la plus objective possible. Donc concrètement, les chiffres que me donne Garmin par rapport à cette évaluation de la charge, à t'entendre Bruno, ils sont pas suffisants. Ces chiffres doivent être appuyés par ce ressenti et peut-être par aussi les conditions dans lesquelles la séance a été effectuée. Est-ce que avant la séance, je me sentais bien, je me sentais fatigué et a posteriori, comment je ressors d'un entraînement de qualité avec le contenu ajusté par l'entraîneur? Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai eu une grosse journée de travail et j'ai ma séance à 18h30 et je suis épuisé par ce que j'ai fait tout au long de la journée, ou est-ce que c'est une séance qu'on a réalisée le week-end avec une bonne nuit de sommeil auparavant? Donc le contexte est aussi extrêmement important. Moi, j'ai un peu de mal à penser qu'une montre puisse analyser toutes ces données et puisse répondre aux questions. Mais c'est vrai que c'est tentant de se dire, je regarde ma montre et elle va me dire ce que je dois faire, combien de temps je vais me reposer. Une fois encore, on l'a déjà évoqué, le but du fabricant, c'est que cette montre, on la porte du matin au soir et qu'on ait envie d'avoir toujours le dernier modèle. Donc, on est dans une logique économique qui n'est pas forcément compatible avec la logique de l'entraînement et de l'entraîneur. Après, je pense qu'on a tous constaté, moi le premier, je vais faire une séance d'entraînement, il me dit de me reposer 3 jours, alors que j'ai fait un footing. J'ai 2 ou 3 entraînements fractionnés, il va me dire de me reposer juste 12 heures, alors qu'en fait là, je suis crevé parce que j'ai enchaîné 2 entraînements. J'ai pas les compétences pour savoir sur quoi la montre se base, quels sont les algorithmes, quelles sont les données qui sont prises en compte pour que la montre puisse aboutir à de telles conclusions. Mais ça me laisse effectivement un peu dubitatif. À quel moment, Bruno, on peut savoir si la charge d'entraînement est trop importante? Donc là, pour les personnes qui disposent d'un entraîneur, d'un accompagnateur, l'entraîneur va analyser, tu l'as dit, ses données, ses ressentis. Quand on est seul face à son entraînement, comment on va pouvoir juger que la charge a peut-être été trop importante et qu'on est allé trop loin dans peut-être la vitesse ou dans les répétitions sur une séance? Alors, ça me met dans une position un peu compliquée de répondre à cette question, parce que moi je défends le fait que entraîner c'est une science et que on doit faire appel à quelqu'un de compétent qui justement a ce regard extérieur et a ses connaissances. Donc forcément, quand on est seul, c'est difficile d'avoir la bonne recette. C'est difficile. Néanmoins, il y a quand même des signes qu'on doit être capable de prendre en compte. Les signes de surentraînement souvent apparaissent un peu tardivement. Néanmoins, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent permettre d'envoyer un clignotant et de se dire que on est peut-être dans des séances qui sont trop difficiles. Quand on n'arrive pas à atteindre les temps qu'on a visés, mais à condition qu'on ait bien fait l'évaluation. Quand on finit la séance épuisé, quand on commence à avoir des difficultés de sommeil, il y a moi je suis pas un adepte de l'entraînement avec le cardio-fréquence-mètre à tout prix. Néanmoins, la mesure de la fréquence cardiaque le matin, avec les variations de celle-ci, peuvent indiquer qu'on est fatigué, qu'on n'arrive pas à récupérer. Et donc, c'est quand même un signe. Donc, la fréquence cardiaque le matin au repos, les difficultés d'endormissement, une certaine irritabilité, une certaine fatigue aussi un peu chronique. Tout ça, ce sont des signes que l'organisme nous envoie et qui fait que les adaptations physiologiques que l'on vise ne sont pas atteintes, parce qu'il faut toujours penser que c'est ça qu'on vise dans une séance d'entraînement. On vise certaines adaptations physiologiques. Si je fais une séance de côte-descente, je vise à détruire mes fibres musculaires pour qu'elles se reconstituent et qu'elles deviennent plus fortes. La VMA, j'ai déjà expliqué sur la consommation maximale d'oxygène. Il faut toujours avoir en tête que derrière une séance d'entraînement, on a un objectif, et dans notre sport à nous, les objectifs sont essentiellement des adaptations physiologiques. Alors peut-être que si les objectifs ne sont pas atteints, c'est peut-être un signe que soit la séance était trop difficile ou que le niveau d'intensité n'était peut-être pas bien calibré pour la personne qui souhaitait la réaliser. Oui, c'est ça. Et souvent d'ailleurs, on se rend compte que certains sportifs
se donnent beaucoup à l'entraînement, font beaucoup d'efforts parce que c'est un peu le no pain, no gain. Mais en fait, voilà, l'entraînement ne doit pas nécessairement amener l'athlète au bord de l'épuisement pour qu'il soit efficace. Je pense qu'on est parfois aussi dans une démarche, certains sont parfois dans une démarche un peu de staccanoviste, de vouloir faire des kilomètres, de vouloir absolument que l'intensité soit maximale et de souffrir pour y arriver. Chaque séance d'entraînement ne doit pas être obligatoirement une séance où l'intensité est maximale, où on finit épuisé et au bout de sa vie, pour reprendre une expression couramment utilisée. Alors on va lancer un appel aux auditeurs qu'ils nous disent comment ils évaluent peut-être leur séance d'entraînement, leur ressenti. Est-ce que vous fonctionnez avec une échelle de 1 à 10 avec des smileys peut-être de couleurs qui peuvent indiquer une mine plutôt radieuse ou une tête plutôt renfrognée? On verra si ils nous envoient quelques retours. Exactement, parce que c'est vrai que écrire une séance d'entraînement dans un plan, je suis bien placé pour le savoir. Quand on est sur son ordinateur, c'est facile. Mais ensuite la réaliser concrètement sur le terrain, c'est autre chose. Donc peut-être qu'on peut aussi conseiller à ceux qui nous écoutent de ne pas suivre absolument et quoi qu'il en soit ce qui est écrit sur le papier, mais d'être centré sur eux, de faire appel à leurs sensations, d'écouter leur corps, parce que c'est lui en fait qui a la réponse. Et parfois peut-être que s'écouter. On a fait une autre capsule sur l'abandon, mais ne pas abandonner, mais s'écouter et être très très attentif à soi, c'est ce qui va éviter que la charge d'entraînement soit inadaptée. Et quand la charge d'entraînement est inadaptée, elle est inefficace. Ça, c'est important de le savoir. Quand on a placé le curseur trop haut, on va avoir l'effet inverse. Hein. C'est le cercle vicieux et on va perdre tous les acquis, donc tout l'inverse de ce qu'on recherche en fait. C'est un peu parfois, Bruno, la difficulté en club, quand on est tous sur la piste avec une séance identique, on souhaite toujours aller, accrocher le copain qui est devant ou ne pas se faire doubler par la personne qui est derrière. Là, il y a peut-être un risque d'aller trop loin et de ne pas respecter ses allures, son cardio et d'être en sur-régime peut-être. C'est ça, c'est exactement ça. L'entraînement, c'est pas la compétition. Donc, l'idéal, ce serait que chaque athlète ait ses allures d'entraînement précises, évaluées en fonction de sa VMA et qu'il les respecte et que ce ne soit pas un entraînement qui se transforme en comparaison, en compétition, mais bien respecter les allures. Ça, c'est très important. C'est vraiment les limites de l'entraînement de groupe. Hein. Et une fois encore, c'est ce qu'on disait au départ, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets chez tous les coureurs. Donc, attention à tout cela. Donc, gardez vos allures et respectez votre plan avec cette écoute et les signaux que peut vous envoyer votre corps. Merci Bruno pour cette nouvelle capsule. Avec plaisir. À très bientôt. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!